Bonjour, je suis Amandine Serrière, thérapeute de l'âme, et voici mon index ABC. On découvre le portrait d'Amandine, installée sur les canapés. Bonjour Amandine. Bonjour. Merci d'être là, ravi de vous accueillir. Que de choses que nous allons pouvoir approfondir au travers de votre expertise, de votre parcours de vie, de l'école que vous avez montée également, du livre que vous avez écrit. Il y a beaucoup de choses. Comment vous définissez-vous? Parce que, évidemment, le titre, c'est thérapeute de l'âme. Et là, vous avez dit à quel point c'était compliqué de s'octroyer un titre. Ça demande à mettre une étiquette à un endroit où. Mais vous l'avez canalisé. Voilà, tout à fait, tout à fait. C'est ce qui a été. Je me suis dit, bon, à un moment donné, il fallait vous donner cette information-là. Et quand je me suis connectée pour aller regarder ce qui venait comme terme, c'est le mot thérapeute de l'âme. Parce que je travaille énormément sur toutes les mémoires, en fait, multitemporelles que l'on peut avoir. De les mémoires utérines, en passant par les mémoires dans les vies antérieures et les mémoires dans le transgénérationnel. On est au cœur de l'akashique aussi. Complètement. Voilà. On va revenir sur tout cela, mais on va surtout se replonger sur votre histoire et ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes la femme que vous êtes et notamment les thérapeutes que vous êtes, la médium que vous êtes, même si vous n'aimez pas ce mot de médium. Je sais que ça grince un petit peu parfois, mais vous allez nous l'expliquer. Mais surtout, se rendre compte que cette médiumnité, enfin cette approche des âmes, c'est depuis tout petite. Oui, depuis toute petite. Toute petite, ouais. Moi, je me compare un peu à Obélix avec « je suis tombée dans la potion quand j'étais petite », mais c'est vraiment ça. Vous êtes issue d'une famille... Je suis issue d'une famille de guérisseurs. De guérisseurs. Voilà, mon grand-père faisait des soins, mais ne croyait en rien. C'est pour l'anecdote. Et ma maman continue aussi à couper le feu. Et puis, s'est intéressée à se dire « ok, est-ce qu'on peut pas aller un petit peu plus loin? Est-ce qu'on peut pas tester d'autres choses ?» Et moi, je suis arrivée dans ce milieu-là. Donc, automatiquement, c'est des choses qui peuvent paraître anormales pour d'autres. Moi, elles ont toujours été là, en fait. Comment peut-on, juste un mot sur... C'est votre grand-père, hein, c'est ça qui faisait... Comment peut-on avoir ce potentiel-là et ne croire en rien? Ah, c'était extraordinaire. Écoutez, il y a des questions que j'aimerais bien lui poser maintenant. C'est incroyable. C'est surtout quand on sait que dans les prières de coupeurs de feu, à la fin, il y a des signes de croix. Donc, on est quand même censé être relié à la religion. Et lui, c'était le premier à dire « non, mais moi, je crois en rien, de rien, de rien ». Et du coup, il avait quand même ce potentiel-là et ça marchait. Et il le sait, ça marchait très, très bien. Alors, est-ce que c'était pas une posture? Non, je pense que Est-ce que c'était vraiment une conviction qu'il profonde? voit pour croire, et tant qu'il n'avait pas vu l'autre côté, il ne pouvait pas y croire, on va dire. Mais en tout cas, il voyait les résultats. Oui, ça là-dessus, c'est les guérisons, il y croyait. Le fait on a eu quand même des cas de brûlures très très graves dans la famille, avec vraiment des guérisons spectaculaires. Mais il restait campé sur il y a une énergie, c'est la nature, mais il n'y a pas de Dieu en lui-même. Voilà. Bon. En tout cas, vous avez hérité de tout ça. Oui. Est-ce que vous êtes dans la continuité de ce que font votre maman et votre grand-père? Alors, étrangement, la partie coupeur de feu, c'est quelque chose que je peux être amenée à faire autour de moi. J'ai même un hôpital qui a mes coordonnées. Voilà, ça peut être des choses sur lesquelles je peux être appelée, mais ce n'est pas le fond de ce que je fais. Par contre, ça m'a ouvert à énormément de choses dès toute petite, et surtout aux soins à distance. Le fait de travailler à distance et de ne pas être obligatoirement avec la personne. Et ça a été passionnant de pouvoir le découvrir. Après, petit à petit, j'ai testé par moi-même. Mais j'ai eu une énorme coupure avant de me remettre dans la partie énergétique. Alors, il y a eu aussi une partie d'adolescence où là aussi, vous avez testé des choses. On a tous fait ces petits exercices. Ah, on l'a tous fait. Hein, sous forme de jeu, ce qu'il ne faut pas faire. Encore une fois, ce n'est pas un jeu. Mais les phases de spiritisme, toutes ces choses-là, vous avez testé. Ah oui, je les ai testées. Je me faisais sortir des pièces. Je restais malgré tout. Non, j'ai vécu des choses sympas. Mais en fait, j'avais beaucoup de médiumnité. Mais j'étais très reliée aux personnes qui allaient mourir. Et adolescente, être reliée à des personnes qui étaient en train de mourir, c'était assez compliqué à gérer. Et ça a été une des raisons pour lesquelles aussi j'ai pris du recul avant le décès de mon grand-père. Mais c'est vrai que voilà, j'ai eu ces tendances à dire tiens, si ça existe, pourquoi je l'appellerai pas, pourquoi je l'invoquerai pas pour voir ce qui se passe, et de faire ces tests qu'il faut pas faire en tant qu'adolescent. Ouais, on est d'accord, c'est vraiment pas un jeu, encore une fois. Il y en a plein d'ailleurs qui le font sous forme de jeu et qui, quelques années après, se rendent compte de l'impact et de la gravité ou de ce que l'on fait, évidemment. Les cartes aussi? Oui, énormément. Mais ça m'amusait en fait. C'est un support que vous utilisez encore aujourd'hui? Plus du tout. Mais alors j'ai des cartes, j'ai même créé mon oracle, voilà, il y a des choses, mais la carte aujourd'hui n'est plus le support.
J'ai plus besoin. Et je n'aime pas aller vers ce que justement je faisais adolescente, le côté essayer d'aller voir ce qui va se passer dans le futur. Moi, je travaille vraiment sur les mémoires, sur le passé. Et le futur, j'estime qu'on a un champ des possibles qui est immense, qu'à tout instant, là, je peux me dire je reste, je peux partir. Vous pouvez dire, non, finalement, ça ne m'intéresse pas, je pars aussi. Et on peut changer comme ça le champ des possibles. Et donc, ce champ des possibles, ce n'est pas ce qui m'intéresse d'amener les personnes vers ça, parce qu'il est immense. Par contre, d'aller comprendre ce qui se passe pour pouvoir les amener après à avancer, ça oui. Alors, vous faites partie de ces thérapeutes parce que là aussi, parfois j'entends l'inverse de tous ceux qui s'installent ici, qui disent on n'a pas besoin de comprendre le pourquoi pour ensuite cheminer sur l'après. Vous allez rechercher le pourquoi. Oui, en fait, une problématique qui, dans cette vie, ne se résout pas naturellement, dans ce cas-là, c'est en général à ce moment-là que la personne m'appelle en me disant ok, là, il se passe quelque chose qui me dépasse. J'ai tout fait dans cette vie qui peut être fait pour aller explorer. Est-ce qu'on peut regarder sur d'autres plans ? Et là, moi, je vais regarder sur d'autres plans, qu'est-ce qui se passe ? Alors, quels sont les angles que vous abordez ? De quelle manière vous allez, quand vous dites je vais regarder où, quoi ? Alors, comment ça se manifeste ? Ça va se manifester sous plein de façons différentes à travers mon corps. Donc, ça peut être un flash qui va me venir. Ça peut être tout simplement une phrase que je vais percevoir. Ça peut être dans mon corps, des ressentis. Et c'est l'ensemble du décodage qui va faire... Après, des fois, j'ai vraiment toute l'histoire qui se déroule. Et puis, des fois, je vais avoir des indices. Et j'aime à dire que c'est un peu comme un détective. Je vais fouiller. Je voulais faire archéologue à un moment quand j'étais enfant, mais je crois que je l'ai rejoint. Et puis, je vais aller fouiller pour aller comprendre. Est-ce que c'est une symbolique ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que la personne a vécu ? Et comment, moi, je peux amener l'explication déjà ? Parce que la conscientisation, c'est 80% de ce dont la personne a besoin. Et des fois, on a besoin en plus d'énergie. Et là, dans lesquelles on va pouvoir travailler en soins pour aller débloquer. Mais du coup, ça se passe en discussion, pour le coup. Non, je travaille tout à distance. Oui, je travaille uniquement... mais en discussion, à distance. Non. Ah non, complètement du tout. sur photo. Ouais. Ah, vous décrochez complètement. Ouais, ah oui, vous ne voyez pas la personne, rien. Non, je l'ai en photo. Okay. J'ai une date de naissance, j'ai un questionnaire que je prends, mais que je regarde plus ou moins. Alors après, ils n'ont plus envie de le remplir, mais qui me donne des informations, mais mais j'aime le vérifier après, plus qu'avant. Et puis vraiment, après, je pars dans l'histoire de la personne et c'est comme un film qui se déroule, voilà, et je vais avancer étape par étape. C'est pour ça qu'on parlait des annales akashiques, évidemment, cette grande bibliothèque universelle, comme on dit, et c'est là où vous allez chercher les informations ? Oui. Après, j'ai pas, par rapport à certains protocoles, même dans ceux que moi je peux expliquer, etc., moi j'y vais directement en fait. J'ai pas de préparation, c'est que ça m'emmène d'un point à un autre et je vais circuler comme ça dans des lignes temporelles pour amener les informations pour la personne. Ce que vous avez dit tout à l'heure est sur ce mot médiumnité, visiblement médium, c'est un mot que vous n'aimez pas particulièrement. J'aime pas trop les mots qui sont à la mode. C'est vrai que c'est tendance. Et j'ai osé le mettre dans le livre. On va en parler bien sûr. Mais c'est de la médiumnité. C'est de la médiumnité. Mais comme le mot médium est galvaudé, comme quand coach est sorti, il y avait des coachs, aussi, hein. Thérapeute. Tout le monde est thérapeute de quelque chose. Et le médium aujourd'hui, voilà, c'est celui dont on entend le plus parler. Mais oui, bien entendu, c'est de la médiumnité. C'est de la médiumnité pure. Et cette médiumnité, à un moment de votre vie, et notamment au décès de votre grand-père, vous n'en vouliez plus. C'est fermé. Complètement. Et c'est quelque chose qui est assez surprenant parce que c'est là où j'ai eu vraiment confirmation qu'il y avait une vie après la mort. Parce que j'ai vu mon grand-père, il s'est passé des phénomènes totalement les plus surnaturels, pour reprendre le terme normal. Par exemple en fait, on part à Venise. C'était le rêve de ma mère d'aller faire le carnaval de Venise. Et on arrive à Venise et ma mère me dit je descends téléphoner à papy et mamie pour voir s'ils vont bien, tout ça. Et là, je suis toute seule dans l'appartement de l'hôtel, donc fermé, avec climatisation, pas de courant d'air. Et je me dis, je vais me prendre un bain. Et je me mets dans la baignoire. Il y a de la buée un petit peu partout. Et là, j'ai la porte de la salle de bain qui s'ouvre. Je me dis, il y a un courant d'air. Donc, je me lève, je referme. Et puis, la porte se réouvre dès que je reviens dans la baignoire. Une deuxième fois. Et puis, je sens une présence. Et je sens la présence de mon grand-père. Ce qui n'était pas logique, puisque pour moi, il allait très bien. Bizarrement, j'étais passée le voir 2 fois juste avant de partir, mais sans raison, chose que je ne faisais pas d'habitude. Et là, je le sens qui est là et je lui parle. Alors, la porte, elle s'ouvre 3 fois en tout. Et je lui parle et je lui dis au revoir.
Et ma mère me remonte, elle me dit, il y a un truc bizarre, papy dormait, j'y crois pas. Et je lui dis, non, il est parti. Et là, elle me dit, bon, écoute, qu'est-ce qu'on fait? Je lui dis, bah, écoute, on voit demain matin, on appellera, on confirmera. Et il se passe, alors, je ne serais pas capable de vous raconter la soirée derrière. Je ne pense pas qu'il y ait une très, très grosse soirée. Mais le lendemain matin, on va pour téléphoner. Donc, je me revois encore vraiment dans les zones bien touristiques de Venise, tout ça, il s'est téléphoné. Et c'était l'époque du Millennium. Le Millennium, c'était, on se téléphonait tout le temps. Mon meilleur ami, on s'appelait tout le temps. Les numéros de téléphone, je les connais par cœur. Je n'avais plus aucun numéro de téléphone en tête. Je ne pouvais plus composer les numéros. Dès que j'arrivais devant la cabine, il n'y avait plus de numéro. Et je me dis, mais on veut pas qu'on appelle. On veut pas. Donc, on finit par arriver à joindre certaines personnes qui ne nous parlent pas, qui sont toutes au courant, mais qui ne nous le disent pas. Personne ne vous le dit, non. Pour ne pas gâcher votre séjour à Venise. Voilà, pour ne pas gâcher le rêve de ma mère qui était d'aller à Venise. Et puis, en fait, ma grand-mère avait pris la décision que les 3 premiers jours étant très compliqués, on ne soit pas là. Et qu'on n'ait pas cette épreuve-là à vivre, sachant que moi, j'étais très fusionnelle et très proche de mon grand-père. Et donc ça, c'est la première étape. On arrive à joindre personne. Bon, on comprend que, mais toujours pas de preuves. On se promène dans Venise. J'y suis allée au moins 4 fois depuis ma naissance. On ne croise que des gondoles avec des cercueils, chose que je n'ai jamais croisée dans Venise. On se perd dans des rues avec des pompes funèbres. On se retrouve dans des scènes, mais totalement irréalistes. Et on comprend que vraiment, on doit rester. Donc, on se dit, bon, il faut quand même qu'on arrive à en profiter un petit peu, mais ça reste quand même assez compliqué. Mais vous faites quand même le rapprochement ? Oui. Pour moi, c'est sûr, il est parti. Oui, pour moi, c'est certain. Et à un moment, je vais pour acheter une autre carte téléphonique en me disant, non, mais il faut vraiment que j'en sois sûre. Je veux la certitude, je veux avoir mon meilleur ami qui me dise clairement, voilà ce qui s'est passé. Et je prends la carte, je la mets dans la cabine téléphonique. Et c'est écrit sur l'écran, HI. Et la carte se vide devant moi, toutes les unités. Maintenant, j'ai une cabine téléphonique qui se moque de moi. Tout va bien se passer. Et on se retrouve comme ça. Donc, on finit difficilement notre voyage. Voilà. Ah oui. Et puis, quand on rentre, il y a de la neige sur la route. Et je me dis, alors, si en plus il neige. Et quand on arrive, tout le monde nous attend et on apprend le décès de mon grand-père. Et émotionnellement, je lui en ai énormément voulu parce que je n'arrivais plus à communiquer avec lui. Et je me suis complètement renfermée. Et j'ai coupé, au lieu que j'étais sûre qu'il y avait autre chose, j'ai coupé mes connexions. Mais vous coupez parce que vous n'arrivez plus à communiquer avec lui ? Je pense, avec le recul, que c'est ça, oui. Je pense que j'étais très en colère. Pendant plus de 10 ans, c'était un sujet qui était compliqué. Je ne pouvais pas en parler sans avoir les larmes aux yeux. On n'aurait jamais pu avoir cette conversation comme ça ici. Et je pense que oui, d'une certaine façon, la colère, l'incompréhension ont fait que j'ai souhaité fermer. Je ne comprends pas la colère. Pourquoi vous auriez de la colère ? Parce que je voulais continuer à parler avec lui. Ah. Et vous pensez que c'est que lui... c'est Alors lui non, qui... j'ai eu la réponse, mais 15 ans après. Un jour, une médium me dit, j'ai la présence de ton grand-père qui est là. Elle commence à me décrire des choses qu'elle ne savait pas. Il était gendarme, elle me décrit un uniforme, elle me donne des choses très précises. Et je lui dis, dis-lui, pourquoi il ne me parle pas depuis tout ce temps-là ? Et elle me dit, mais est-ce qu'avant, tu avais besoin de parler avec lui pour pouvoir communiquer ? Et là, je savais qu'il était là et je savais que c'était sa réponse. Donc, j'ai très bien compris. Ça veut dire, reprends ta médiumnité. Réouvre tes champs des possibles, parce qu'il n'y a pas besoin de parler. Ouais. Je veux dire, mon grand-père, on posait la main l'un dans l'autre et je sentais son cœur dans mon cœur. On avait une connexion qui était très forte. Et c'est vrai qu'on n'a jamais eu besoin de mettre des mots. Ça se faisait naturellement entre nous. Bon, en tout cas, c'est beau. Alors, ce qui est assez incroyable, là aussi, c'est que quand, depuis toute petite, vous êtes tombée dans cet univers-là, que vous baignez dans cet univers-là, on se dit, bon, elle va grandir dans cet univers et donc, du coup, persister, continuer. Mais pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est incroyable, ça. Le nombre de personnes, de thérapeutes, de coachs, d'accompagnants de vie et autres, qui ont ces facultés c'est ça. chevillées au corps depuis tout petit et qui non. Non, ils ne se disent pas, à 20 piges ou 25 piges, je vais être thérapeute. Pas du tout. Vous montez une agence ? Je voulais surtout pas. Moi, j'avais dit, mais jamais le corps, jamais les personnes, en aucun cas. Incroyable. Qu'est-ce qui vous ramène sur... Donc, vous allez ouvrir une agence de design, je monte mon agence de design. Pendant 7 ans, j'ai mon agence de design. J'ai des salariés, j'ai une société. J'aide les gens à créer leur société. Je les aide dans leurs projets de société. Je les aide dans tout leur support. Et à côté, on travaille aussi sur des projets de développement de pur design. Et ça avance comme ça, mais je me perds.
Je me perds avec des horaires de travail exceptionnels, voilà, comme beaucoup de chefs d'entreprise. Et je me retrouve plus, en fait. Je me retrouve plus, je frôle de burn-out, mais vraiment très, très proche. Et là, je me dis, mais c'est pas la vie que je voulais. Oui, je gagne bien ma vie. Oui, je fais quelque chose qui me plaît. Mais la vie, c'est pas ça. Et comme je suis restée quand même connectée à tout ce qui était développement personnel, je fais des séminaires, je me remets dans les séminaires de développement personnel, je sens qu'il y a autre chose qui m'appelle. Mais je le vois pas. Et je décide de fermer ma société, mais pas. On perd 2 clients, étape par étape, 2 gros clients. Et j'ai plus envie de retourner en chercher. Je me dis non, mais c'est l'occasion, au contraire. Je replace tout le monde dans des postes. Et puis, je vais faire autre chose. Mais à ce moment-là, le autre chose, je ne sais pas ce que ça va être. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui vous ramène alors à j'allais dire, cette médiumnité, en tout cas, cette possibilité d'accompagner, de devenir, et ensuite de monter une école, hein, vous avez créé une école qui s'appelle Bio-Illuminescence. Oui. Voilà, exactement, on va en parler dans un instant. Est-ce que c'est cet appartement hanté qui va faire la différence, c'est ça? C'est exactement ça. Alors, racontez-nous donc, ça en fait, aussi. je suis en couple, et puis je lui dis, maintenant, j'ai du temps, on peut faire un enfant. Et puis, il me dit, écoute, le mien, maintenant, il est grand. Je t'avoue que moi, j'ai plus envie, et ça prend plusieurs mois. Et on décide de se séparer. Et donc, je le laisse avec son fils. Et puis, moi, je prends un appartement. J'avais trouvé la rue, je savais ce que je voulais, je trouve l'appartement exact. Tout se met en place, tout, et je rentre dans cet appartement. Et il commence à se passer des phénomènes les plus inimaginables possibles dans l'appartement. Donc, quand je rentre le soir, je vois des verres traverser l'appartement. Ça va jusqu'à une étagère de verres en entier. J'ai eu un gros budget verre dans cet appartement. J'ai une étagère entière qui tombe devant moi. Et je me dis, non, mais c'est pas possible. Donc, à un moment, je me mets à discuter avec une médium qui était une amie d'amis. Et je lui dis, écoute, j'en peux plus, en fait. Je sens les présences, je commence à les revoir, je commence à les entendre. Et puis, j'ai cette personne-là qui est très énervée dans mon appartement et qui casse tout. Et je lui dis, mais je sais pas comment le gérer. Elle me dit, mais si ton voisin rentre chez toi et qu'il casse tout, qu'est-ce que tu fais? J'appelle la police et je lui demande de sortir. Je dis, mais tu fais pareil, tu lui demandes de sortir et tu vas le calmer. Et puis, c'est pas ce qui doit se passer. Ça finit par se calmer avec cette présence-là. Mais à part qu'il n'y a pas que cette présence-là. C'est que régulièrement, j'ai des présences qui viennent me voir. Et puis après, on me met sur la route les personnes qui vont avec. Donc, je me retrouve à un rendez-vous avec quelqu'un où, en fait, j'ai sa femme qui était sa femme qui est décédée, qui était là, dans l'appartement. Et ainsi de suite. Donc, et cet appartement, je loue une pièce de l'appartement. Et toutes les personnes qui sont venues, il y a eu des phénomènes paranormaux dans l'appartement. Parce que je ne pouvais pas leur dire, l'appartement, il est hanté. Ça va moins se louer. Aujourd'hui, ça pourrait être quelque chose à la mode. Mais il y a des gens qui recherchent ça, qui aiment les sensations fortes et qui ont envie de dormir dans des conditions particulières. Oui, complètement. Il y en a plein qui le font. Mais à l'époque, ce n'était pas le projet. C'était juste arrondir pour payer le loyer. Et je me retrouve avec des situations très drôles de la personne qui vient me voir en m'expliquant que la porte s'ouvre toute seule. Une autre qui m'explique que la lumière, l'ampoule, elle doit être cassée parce qu'elle fait que clignoter depuis une demi-heure. Une autre personne où là, c'était avec moi que ça se manifestait, mais du coup, elle en a pu en parler clairement, et puis elle est repartie avec le défunt en question. Mais c'était dingue. Et j'étais obligée, j'étais confrontée à ça en permanence, et je me suis dit, mais comment je vais le gérer dans ma vie de tous les jours? Moi, je pensais retourner dans le design, mais dans le design chez les personnes. Et je me dis, mais je prends souvent cet exemple-là, parce qu'il y avait un endroit que je connaissais, où il y avait un sous-sol chez la personne. Et quand je suis descendue dans son sous-sol, c'était un ami. Et quand j'arrive dans le sous-sol, en fait, je vois une famille de Juifs et je vois un Allemand dans le sous-sol. Et je me dis, mais si, imaginons qu'on m'appelle pour cette maison-là, comment je gère cette situation-là où je sais qu'il y a 5 personnes qui sont dans le sous-sol? Et je me dis, il faut que je trouve le lien qui va faire que je vais pouvoir expliquer aux personnes ce qui se passe chez eux. Mais il me faut un lien, quelque chose de concret. Parce qu'il y a des gens, ils ne seront pas prêts à l'entendre et c'est bien de vouloir aller travailler chez eux, mais il va falloir que je trouve les mots. Et c'est une amie qui me parle à l'époque de géobiologie. C'est ça. Voilà. Et ça s'ouvre comme ça. Donc vous allez vous former à la géobiologie? Elle me donne le mot géobiologie, ça résonne pendant 48 heures dans ma tête, je finis par regarder la définition et je me dis, mais c'est ça en fait, c'est les énergies de la Terre,
je suis déjà formée en Feng Shui, je suis designer de formation. Je vais pouvoir apporter l'explication de qu'est-ce qui se passe dessous, parler aussi des mémoires, mais en commençant par, OK, voilà, il y a des énergies qui passent sous terre et voilà ce qui s'y passe, voilà ce que ça peut créer sur le corps. Et si vous voulez, je peux travailler dessus. Et je pars me former en géobio. Je quitte mon travail que j'avais pris en salarié et je pars me former en géobiologie. Ouais. Vous plaquez tout encore une fois. Oui. Ouais. Et jusqu'à parler de domothérapie. C'est ça. Alors, on est très peu. Non, domos, la maison, et thérapie. D'accord. Et en fait, la domothérapie, c'est l'ensemble. Il faut avoir la formation de designer, la partie Feng Shui, la partie géobiologie et la partie énergétique, mais qui fait partie de la géobiologie, pour pouvoir se prétendre être domothérapeute. Alors, ça consiste en quoi ? Ça consiste à venir travailler tout l'équilibrage de la maison, mais dans sa globalité. Ce qu'il y a sous terre, avec la géobiologie, et dans les murs. Ce qu'il y a en Feng Shui, c'est l'air qui circule dans la maison. Et puis après, le design, qui est comment je vais aménager l'espace pour que les énergies circulent. Mais c'est pas ce que la géobiologie fait, en règle générale ? On fait pas dans la globalité. En fait, ils viennent pas dans le dire tel meuble, il va à tel endroit, où je vais me positionner comme ça, etc. Ça fait pas partie de la géobiologie. On n'a pas la notion... On peut avoir une pierre levée pour dire je bouge une énergie, mais ça reste une énergie. On ne parle pas du physique de la table, est-ce qu'elle est à la bonne place, est-ce que là ça va circuler. Donc là vous intervenez sur tous les plans, quoi. C'est ça, là on peut intervenir sur avec la domothérapie, j'aurais donc appris la domothérapie aujourd'hui. Et évidemment l'école. Alors vous allez créer cette école qui s'appelle Bioilluminescence. Alors avant parce que la domothérapie c'est la maison, mais moi j'avais dit jamais le corps. Mais je me retrouve avec des maisons qui vibrent haut, mais des personnes qui vibrent bas. Parce que quand on remonte l'énergie de la maison, je me retrouve avec des personnes qui sont en bas. Et là, je dois travailler sur les personnes pour pouvoir resynchroniser la maison et les personnes. Pour l'alignement. Et c'est ce qui me ramène au corps et à la bioénergie et qui après me ramènera à l'école. Mais donc, je repars me former dans tout ce qui est corps pour compléter ce que je connais et tout ce que je connais pas. Et après, j'ai beaucoup appris aussi au sein de l'école en géobio, même si c'était pas sur les personnes. Et l'ensemble fait que je me pose plein de questions parce qu'enfant, ma première question, c'était de me dire mais pourquoi les thérapeutes qui entourent ma mère, ils ont tous des cancers, sont tous malades, qu'est-ce qu'ils font qui fait qu'ils absorbent en fait les énergies des gens. Et quand moi, je suis ramenée à travailler sur les corps, je me dis mais c'est impossible, je veux pas finir comme eux, très clairement. Donc, je me dis il faut que je travaille mon hygiène. Il faut absolument que je travaille mon hygiène, comment je vais prendre soin de moi, comment je vais me nettoyer, voilà. Et je veux protéger la personne, mais je veux me protéger aussi. Et puis, je m'aperçois que les thérapeutes autour de moi, les amis que je rencontre, les gens avec qui je lis, ils n'ont pas ces outils. Et là, ils me disent, oui, mais nous, on voudrait bien que tu nous apprennes. Et c'est comme ça que vont naître les premiers ateliers, des tout petits ateliers de quelques heures, sur les protections, sur l'hygiène énergétique. Et puis, petit à petit, ça devient des cours qui sont un petit peu plus grands. Et puis, j'ai un premier cursus qui arrive à l'époque, qui était 3 mois. Puis après 6 mois, et elle comprend vraiment un ensemble de pratiques. Et c'est ça qui est important, c'est de se dire que, alors effectivement, il existe, si on prend indépendamment chaque pratique, elles existent toutes, tout à fait. En termes de formation, en termes d'apprentissage, en termes de mise en pratique, etc. Bon. En revanche, le fait de les englober au sein même d'une même et unique formation, et c'est vrai que quand on doit intervenir, ne serait-ce qu'en géobiologie sur la maison, il y a une résonance sur les gens et réciproquement. C'est ça. C'est l'extension, en fait, de l'extension. Nous-mêmes. Et là, ce qu'ils vont aller explorer, c'est justement de pouvoir comprendre ce qui se passe, pouvoir explorer une problématique sous tous les angles et de savoir après dans quel outil je vais piocher. C'est comme un couteau suisse, en fait. C'est l'image qui me vient pour vous l'expliquer. Ou un éventail. Et puis, on se dit, OK, là, en fait, j'ai besoin de tel outil, je vais pouvoir le concilier avec celui-là et pouvoir travailler après sur la personne et de créer des soins sur mesure. Bioilluminescence, précisément. Et alors donc, un livre. Donc, vous avez écrit un livre. Alors c'est là, pareil. Pourquoi vous dites que c'est un petit pied de nez, au médium ? Parce qu'il y a le terme médium. Il y a le terme médium. Et voilà, je sais que c'est... Alors déjà, le livre, quand je reçois l'information de je vais écrire un livre, je me dis, mais ils sont complètement fous, à peu près comme tout ce qui s'est passé depuis le début. Je ne pourrais pas écrire un livre comme ça, etc. Et je me branche en guidance. Et tout le sommaire m'est donné entièrement en guidance. Et quand je vois le sommaire et le déroulé du livre, je comprends qu'en fait, c'est totalement en résonance avec l'école, que c'est que c'est vraiment... c'est une ouverture dans ce que je fais et une ouverture pour les personnes, de leur donner des premiers outils pour aller comprendre ce qui se passe à l'intérieur de leur corps et de décoder
ce qui se passe dans leur corps. Réveiller le médium qui sommeille en vous et se reconnecter à vos perceptions ainsi qu'à vos dons spirituels. Alors ça aussi, le mot don, il est souvent controversé. Ça va, je suis moins fâchée avec le mot don qu'avec le mot médium. Non, mais le mot médium, voilà, il y a tellement le côté voir le futur et pour moi, voilà, c'est vraiment sur cette partie-là le pied-nez. Pendant qu'on était en train de parler, pardon, je pensais à votre grand-père. Oui. Inévitablement, il vous met sur le chemin. Ah, mais complètement. Puis maintenant, il y a ma grand-mère avec lui. Donc maintenant, ils sont deux. Ah oui, il est tout le temps là. Mais il est tout le temps là. Et vous le ressentez pour le coup ? Oui, non, mais je sais qu'il est là et je sais que voilà, c'est une présence qui est là, c'est un de mes guides, c'est un de mes protecteurs. Et on peut imaginer qu'il contribue fortement à l'épanouissement que vous pouvez, à l'ouverture que vous pouvez avoir et à tout ce que vous pouvez proposer dans votre accompagnement aujourd'hui. On vous appelle plus pour quoi en fait ? Pour de la géobiologie, pour des soins ? Beaucoup sur des soins, sur des problématiques, comme on l'évoquait tout à l'heure, des problématiques où les gens ne savent plus comment apporter une réponse et sortir d'une situation dans laquelle ils sont bloqués. Et puis on m'appelle aussi sur des maisons. Ça va être deux choses séparées, mais qui finalement peuvent aussi très souvent se recouper, puisqu'on va retrouver les mêmes problématiques. Mais voilà, sur les soins, en tout cas, quand on m'appelle, c'est sur la partie multitemporelle. Ouais. Apporter ces réponses. Quand on vous demande d'intervenir sur des maisons, vous avez des changements incroyables, et notamment sur, je ne sais pas, peut-être des gens. Il y a des maisons à divorce. Ah oui. J'ai entendu ça. Nous, c'était une maison à divorce quand j'étais enfant. Et c'était les locataires se mariaient et avaient des enfants et les propriétaires se divorçaient. La maison dans laquelle j'ai grandi. Mais c'est ce qui a fait que j'ai eu cette sensibilité avec les maisons. C'est pour ça que je suis allée aussi vers la partie de design, parce qu'on a vécu dans cet univers-là et dans une maison comme ça. Ouais. Mais ça fait peur quand on est enfant. Non seulement ça. J'ai eu des cas de personnes impressionnants. Une fois, une personne me téléphone, elle me dit on est dans la porte, on a les valises, on part de chez nous, vous faites ce que vous voulez. Nous, ça fait 1 mois, on a acheté cette maison, on ne peut plus rester. Et la personne était notaire, pas du tout dans la spiritualité. Il avait eu mes coordonnées parce qu'un de ses amis était thérapeute et qu'il me connaissait. Et il me dit, mais là, à ce stade-là, on ne peut plus rester, en fait. Et en général, quand on m'appelle sur une maison, c'est ce genre de cas. Ouais. Et c'était quoi ? C'était une âme, en fait, qui était sous la maison et qui verrouillait, en fait, qui avait été, elle, bloquée, mais qui verrouillait, du coup, toute l'énergie. Et ça se répercutait de quelle manière dans la vie de ceux qui habitaient la maison ? C'était, alors j'ai plus les, ça date quand même. Je pourrais vous donner des exemples plus récents, mais je sais qu'ils pouvaient pas tenir dans la maison. Mais en fait, ils n'avaient pas attiré cette maison-là pour rien. Et moi, c'est surtout ça que j'avais gardé dans cette histoire-là, c'est que lui, il était sur ce chemin de la spiritualité et il voulait pas se l'avouer. Il y a eu une première maison, une deuxième maison. À chaque fois, il se passait des choses. Et il a fallu une maison vraiment très forte. Et quand moi j'ai travaillé, il a ressenti tout ce que j'ai fait dans la maison, mais pendant que je le faisais. Et après, il m'a dit, je lui ai dit, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ou qu'est-ce que vous voulez que je vous dise pas ? Parce que moi, j'adapte le discours aux personnes, à ce en quoi elles croient, pour essayer de trouver des mots justes et pas créer des peurs à des endroits où ça va recréer des failles et recréer des choses. Et il me dit, moi, je veux tout savoir. Ok, bon, on y va. Donc, je lui explique tout dans le détail. Pendant 2 semaines, il n'a pas bien dormi. Il m'a téléphoné, il me dit, bon, là, ça va pas. Il me dit, moi, je veux tout refermer. Et je lui dis, mais c'est pas ce qui est demandé. Donc là, ça va être très compliqué. Vous ouvrir à la spiritualité. Ouais. Et j'ai en fait, cette maison-là, vous l'avez attirée pour vous ouvrir et pas pour vous refermer. Donc, il va falloir que... faut y aller. Ouais. Mais quand lui, je lui ai dit, il faut y aller, lui, il a entendu, il faut y aller maintenant. Je lui ai dit, non, mais on peut y aller étape par étape. Donc, quand il a compris que ça pouvait être étape par étape, qu'il pouvait s'ouvrir tout doucement et comprendre qu'il y avait d'autres choses qui existaient, ça s'est mis en place tout doucement et dans la douceur. Je pense pas. En tout cas, s'il est resté notaire, parce qu'après, je l'ai plus depuis 3 ans à peu près. S'il est resté, c'est avec des ouvertures bien différentes. Ouais. Remarquez, c'est une approche qui est complémentaire à une office de notaire. Ah, mais complètement. Un notaire qui est là et qui passe son temps à parler de maisons, d'appartements, entre autres, évidemment. Ah, mais j'ai une des personnes qui s'est formée chez moi et qui est notaire. Et qui se retrouvent dans des successions à faire des guidances. Bien sûr, à faire des guidances, très clairement. C'est ça.
Et à leur apporter des réponses sur des angles qu'eux n'auraient pas vus, mais parce qu'elle reçoit l'information. Vous imaginez, dans le bureau du notaire, et la notaire qui dit « Mais vous savez, je crois que vos parents ne voulaient pas ça. » Moi, je trouve ça très, très bien. C'est puissant. Mais c'est tellement ça. Ouais. Donc, combien de temps pour être formé au sein du cursus de En fait, c'est un an, mais moi, je laisse 2 ans, parce que j'estime qu'on a tous des épisodes de vie, on a tous des choses qui nous arrivent, on peut être malade, on peut avoir un accident, on peut avoir... Et du coup, 2 ans, ça laisse le temps. Et en fait, ils en profitent, ils restent tant qu'ils peuvent, ils reviennent, ils refont les modules avec moi. Et voilà, et ça permet d'avoir un autre niveau de compréhension. Plutôt que de se dire, j'ai fait un cours, je l'ai fait une fois et puis c'est fait. Non, on revient, on le refait, on repratique. Et nous, c'est beaucoup de pratique dans l'école. Donc, on fait aussi bien du feng shui, aussi bien du design, aussi bien... Là, c'est vraiment la partie corps dans l'école. Et après, il y a une spécialisation pour la partie habitat. D'accord. Bravo, en tout cas. On va mettre tous les liens. Il est en auto-édition, le livre ? Il est en auto-édition, alors via Amazon, du coup. Via Amazon, exactement. Donc, on va mettre le lien, évidemment. Il y a plein de petits QR codes qui ramènent aussi... Oui. Qui ramène sur des vidéos et des apprentissages. Des apprentissages, incontestablement. Bon, et on va mettre le lien autour de cette vidéo. Qu'est-ce que vous aimeriez, Amandine, qu'on retienne de vous ? Déjà, quelque chose que je voudrais, c'est déjà vous remercier. Parce que venir à ABC Talk, c'est un vrai parcours personnel, intérieur. C'est vrai que c'est pas toujours simple. Qu'on sent passer. Ouais. Et c'est... donc déjà, merci. Merci à vous. Merci beaucoup parce que ça a été une vraie épreuve, mais une belle épreuve. Donc, et je pense qu'on oublie de vous le dire. Peut-être qu'on vous le dit hors caméra. On me le dit souvent off, caméra, ouais, c'est voilà. vrai, mais c'est gentil de le dire. Voilà, donc déjà cette étape-là. Après, je ne sais pas s'il y a quelque chose à retenir. Il y a... de comprendre que ça peut se jouer sur plein de plans différents, ce qui nous arrive. De comprendre que des fois, on peut avoir une histoire différente dans une autre vie qui vient interférer. De comprendre que toute cette multitemporalité, c'est ce qui fait notre richesse. Qu'au plus on s'ouvre, au plus on en a, donc au plus il y en a à travailler. Et que le chemin, il est encore plus grand que celui qu'on peut imaginer. Et d'explorer, mais d'explorer en se disant que c'est que des cadeaux de la vie. Et qu'on est juste là pour apprendre et que c'est que du beau et c'est que de la lumière. En arrivant dans le studio, tout va bien ? Tout va bien. Pas de bien. Ressenti, non, pas d'énergie particulière. Je m'étais posé la question. Évidemment. Moi, dès qu'il y a quelqu'un de votre acabit, je me pose tout de suite la question, évidemment. Non, je m'étais posé la question parce qu'en plus, vous recevez des personnes automatiquement qui sont ouvertes à ça. Donc, je me suis dit, bon, est-ce que ça va être chargé, pas chargé ? Non, ça va. On est très bien. On libère, parfait. Merci beaucoup, Amandine. Merci infiniment. Merci. Toutes les informations et tous les liens vous permettront d'entrer en contact avec Amandine, évidemment, autour de cette vidéo, en visio, avec les différents modules, avec l'école, avec le livre, bien sûr, avec les interventions. Vous êtes dans le Var ? Oui, tout à fait. Mais vous pouvez intervenir n'importe où. Je travaille de partout. Partout, évidemment, incontestablement. Vous avez la chance d'être dans le Var. C'est très bien. belle. Ah bah oui, c'est sûr, clairement. Voilà, merci infiniment. Commentez, partagez, commentez avec bienveillance, comme toujours. Et on se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Merci à tous.